Bonjour, bienvenue dans votre chaîne, la chaîne de la littérature marocaine, pour un nouveau podcast, le premier de la rentrée, qui va porter sur le dernier récit en date de Youssef Amin Al-Alami, publié chez Le Fennec en 2025, La vie lui va si bien. Les sagas familiales, les récits qui rendent hommage à un parent, ont toujours eu le vent en poupe auprès du grand public, et ce malgré, parfois, une certaine défiance de la part de la critique. La vie lui va si bien de Youssef Amin Al-Alami s'inscrit dans cette lignée de récits hommage à la mère, avec cette différence, par exemple, par rapport au livre de ma mère d'Albert Cohen, publié en 1954, ou plus près de nous, Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, publié en 2025, à cette différence près donc que Amin Al-Alami célèbre la figure maternelle avant qu'elle ne soit emportée par la mort. Le livre s'écrit donc sous le signe de l'urgence. Je cite le texte, « Je crains que ma mère ne devienne ce sablier qui sera vidé et qu'on ne pourra plus retourner. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Il me faut écrire un livre au plus vite. » Page 150. Même si le récit porte sur la première de couverture la mention générique roman, mention vendeuse, il n'en est pas un. D'ailleurs, l'auteur, qui dans le tissu narratif revient en permanence sur son activité d'écrivain, j'y reviendrai dans un petit moment, parle moins de roman que de récit. Je cite le texte, « Il me faut construire un récit pour qu'elle, en parlant de la mère, pour qu'elle puisse continuer à respirer. » Page 150. La nuance est importante, car si le travail d'un romancier consiste à savoir échafauder une intrigue, celle de l'auteur de récits, non moins compliquée, et sur fond de ce qui donne l'impression du discontinu, du décousu, de construire un édifice dont les éléments tiennent par la cohérence du projet, la force de l'idée ou l'unité du ressenti. Jugé à cet homme, La vie lui va si bien de Amin Al-Alami est une véritable réussite. Composée de plusieurs séquences juxtaposées les unes aux autres, 54 pour être plus précis, qui s'égrènent au hasard de la réminiscence, le récit trouve son unité profonde dans la volonté assumée de rendre hommage à la mère et à travers elle d'écrire un livre qui est un hymne à la vie et à l'écriture qui en est la condition. Tout procède d'un paradoxe fécond. La nécessité de dire la vie au moment où la mère est tentée par la mort, voulant rejoindre son défunt mari qu'elle aime par-dessus tout. C'est donc d'une certaine façon contre la volonté de la mère que s'écrit le récit. D'ailleurs, ce paradoxe est parfaitement résumé par la tension qui existe entre le titre et la phrase ultime du livre. Au moment où le titre célèbre la vie lui va si bien, la dernière phrase du livre donne à voir une mère fascinée par la mort. Je cite le texte, « En attendant, elle s'allonge et ferme les yeux pour me montrer comme la mort lui va si bien. » Page 180. On comprend mieux le sens profond que recèle la juxtaposition de séquences dont le ressort apparent, mais apparent seulement, sont les aléas de l'exercice mnémotechnique. Il ne faut pas croire l'auteur quand il s'approprie l'éthos de l'écrivain modeste, maladroit, et prétend composer, je cite, un livre fourre-tout, page 163, une sorte de rhapsodie sans ordre
ni harmonie. Je cite le texte, « Je garde toutes ces indiscrétions sous la main et ne me soucie pas de savoir si elles sont raccord avec l'histoire de ma mère. » Page 165. En réalité, tout part de foyers narratifs qui irradient l'ensemble du récit et qui sont au narrateur de La vie lui va si bien, ce que sont les pavés mal équarris et la serviette rêche au narrateur du Temps perdu de Proust. La mère-enfant, les photos et leur pouvoir évocateur, la figure du père vue à travers les yeux fascinés de la mère, l'écrivain qui, en parlant de sa mère, parle au fond de son propre travail, lequel consiste à réenchanter le monde pour redonner le goût de la vie. Tout commence par le surgissement, pour le moins inattendu, d'un coq, dont le lecteur ne sait pas trop quel rôle il peut jouer dans un récit de réminiscence qui célèbre la figure maternelle. Fidèle à l'humour subtil, dont il a habitué ses lecteurs, en particulier dans Un Marocain à New York, Paris mon bled, ou plus récemment encore dans ce chef-d'œuvre d'une grande valeur littéraire, Big le Grand, Amil Alami souligne l'unité de son projet par une séquence en apparence décalée. Il s'agit d'un coq dont l'ingéniosité lui permet d'échapper à une mort programmée. Tout le récit consistera pour l'écrivain à déployer force subterfuge pour exorciser la tentation de la mort. La vie lui va si bien est le portrait de l'écrivain en coq qui témoigne de la reconnaissance à la mère, qui a su le reconnecter avec l'énergie de la vie, tout comme le coq témoigne de la reconnaissance au grand-père qui l'a sauvé d'une mort certaine. Tout comme Edmond Amran al-Malih, dont les récits, je cite Feu Edmond, échevelés, sont le produit d'une expérience émotive intense. Au seuil du livre de Youssef Amil Alami, il y a une prise de conscience traumatisante. Un corps fatigué, décrépit, celui de la mère. Tout part de cette réalité bouleversante. Je cite le texte, « Aujourd'hui, je suis bouleversé par cette évidence. Peu à peu, la vie est venue lui reprendre ce qu'elle lui avait donné. J'ai la curieuse impression que dans une vie, nous disposons tous de deux corps. Un corps jeune et vigoureux pour séduire et un autre pour vieillir, celui d'une personne âgée, venue jour après jour froisser un peu plus notre visage et prendre peu à peu notre place jusqu'à ce que notre corps d'avant la vieillesse ne sache plus où se mettre. Page 20. Chemin faisant, et de façon habile, l'auteur revisite la théorie des deux corps du roi, le corps réel et le corps symbolique, pour lui substituer la dualité fictionnelle des deux corps de la mère, l'ancien et le nouveau. Et la mission de l'écrivain est, par l'alchimie du verbe, l'alchimie de l'écriture, de redonner vie au corps ancien et partant de faire triompher la vie sur la mort, Eros sur Thanatos. D'emblée, l'imagerie invoquée, celle de la mère encore enfant, vient supplanter en la chassant la réalité mortifère, d'autant plus tenace que la mère s'y complaît. D'où dès la 4e séquence, l'invocation de cette image qui deviendra obsessionnelle, celle de la mère enfant croquant la vie à pleines dents. Il faut souligner ici la logique implacable de la réminiscence. La réalité de la mère, dont le corps est rabougri par le poids des ans, évoque l'image de l'enfant. Dès lors, l'écrivain se saisit de cette image pour ne plus s'en dessaisir. Je cite le texte, « Ma mère, que j'ai toujours connue en surpoids, n'est plus qu'un oisillon, un petit être faible et fragile qui fait ses premiers pas. Je m'invente des souvenirs. La voilà dans la cour d'école avec ses camarades de classe, sautillant sur une corde, en parfait équilibre sur ses jambes.
et la confiance dans l'habileté de ses gestes et ne craint pas de tomber. Fin de citation, page 19-20. Le présentatif, la voilà, montre bien la modalité d'irruption du souvenir réinventé dont le surgissement est d'une force telle que l'image invoquée finit par chasser la réalité pour prendre sa place de façon irrévocable. L'écriture a donc une vertu cathartique. Elle ne consiste pas seulement à combler une absence, mais également à créer une présence. Les mots renouent avec leur pouvoir magique, celui que leur conféraient les sociétés primitives. Je cite le texte. « Je ne me suis jamais senti aussi proche de mon père que lorsque je l'ai couché sur le papier. Aujourd'hui, il me suffit de m'asseoir pour écrire, pour que je sente sa présence derrière mon dos. » Page 50. Mieux encore, l'écriture permet de soustraire le quotidien à sa fugacité pour l'inscrire dans la durée. Des situations aussi ordinaires que méditer sur une photo, regarder un film, surveiller le cœur plein d'inquiétude un mari qui se baigne, sont porteuses d'un haut coefficient de poéticité. L'écrivain se pose ainsi en transmetteur d'une mémoire dont la mère est le dépositaire et qu'il veut sauver de la déperdition. Je cite le texte. « J'ai faim de ces histoires qui viennent de loin, de si loin, qu'elle est aujourd'hui, la mère, la seule à pouvoir encore me les raconter avant qu'elle ne tombe dans l'oubli. » Page 23. En parlant de sa mère, l'écrivain n'a jamais cessé, au fond, de parler de lui-même, de son travail. Le livre regorge de réflexions sur le métier d'écrivain, sa dimension artisanale, ses enjeux psychologiques, sociaux et poétiques. Et l'écrivain n'invente jamais à partir de rien. Il a besoin d'un matériau qu'il transforme et polit, d'où l'image de l'écrivain qui n'écrit pas le livre, mais assiste au livre en train de s'écrire en lui, et celle du vampire qui se nourrit en suçant le sang des mots. Mais le plus important est que même en mettant en scène son métier, la figure de la mère n'est jamais loin. C'est en cela que le récit de Yousuf Amin al-Alami est profondément cohérent. La conception du livre buvard, cite le texte, plutôt que bavard, tient son originalité du fait que la mère est l'égérie du poète. Je cite le texte. Plutôt qu'un livre bavard, j'ai opté pour un livre buvard qui absorbe tes paroles une à une et les assoit sur le papier. Page 54. Ainsi, l'image de la mère qui tricote devient-elle le symbole de l'écrivain qui brode les mots. Belle variation sur le thème du texte comme tissu, ce qui d'ailleurs en constitue le sens étymologique. Je cite le texte. « Maman, je pourrais passer ma vie à te regarder tricoter, que je ne m'en lasserai pas. J'ai tant appris en te regardant manier les aiguilles comme on tient un stylo. Nouer les mailles, l'une après l'autre, comme on dessine des lettres sur une page blanche. J'aime voir tes tricots s'écrire sous mes yeux. » Page 64. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne, votre chaîne de la littérature marocaine, pour recevoir les nouveautés. Merci encore une fois. À bientôt.